Bonjour, bienvenue sur cette conférence, cette deuxième conférence dédiée à bien démarrer en franchise. Alors pour rebonjour pour tous ceux qui vont se connecter. Aujourd'hui pour cette deuxième conférence, 5 étapes pour démarrer en franchise, nous allons parler de business plan avec Alice de la gestion d'entreprise chez Inextenso. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi Nicolas Lafont, je suis le responsable en fait national de notre service dédié à la création et la reprise d'entreprise pour le cabinet Nextenso, le cabinet national expertise comptable. Donc ravi d'animer cette réunion sur le business plan. Merci en tout cas Nicolas d'être présent. On reviendra vers vous. Alors avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Giquel et j'anime la plateforme Reconversion en franchise, tout un écosystème dédié à l'information, à vous donner des clés pour vous lancer en franchise avec différents modules tout au long de l'année, que ce soit de l'éditorial, de l'événementiel ou des webconférences comme ceci. Bonjour Nicolas de vous être connecté. Alors lors de cette conférence, on va aborder évidemment le business plan. Ce business plan, de quoi s'agit-il? Comment le réaliser? Quelles sont les étapes à réaliser, les éléments à identifier, mais qui peut aussi nous accompagner? Souvent, le business plan est considéré un peu comme, pas la bête noire, mais quelque chose de compliqué pour les entrepreneurs et pourtant si nécessaire. Alors pour en parler, Nicolas, est-ce que vous pouvez déjà présenter votre cabinet? Donc effectivement, rapidement, comme je disais en introduction, donc Inextenso, cabinet national d'expertise comptable. On a notre clientèle principale à 80% une clientèle de TPE, donc toute petite entreprise, dont les personnes qui s'installent en franchise. On a un service qui est dédié à l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise. Nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir bien analyser avec vous la faisabilité économique de votre projet, qui passe par l'analyse du business plan. Et ensuite, on assure la continuité de votre suivi de gestion d'entreprise en termes de comptabilité. On accompagne chaque année à peu près 8000 créateurs par an. Et dans ces 8000, on a notamment des franchisés. Et ce qu'il faut savoir, aussi une des spécificités d'Inextenso, c'est qu'on est référencé, c'est plus de 200 de réseaux de franchises en France. Donc on connaît bien relativement l'écosystème et les spécificités liées à la franchise. Très bien. Alors, le business plan, comme je disais, c'est un peu un document compliqué à faire. Maintenant, c'est quand même un guide pour se projeter dans son activité professionnelle, avoir un peu une vision de sa vie de demain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, évidemment, du business plan? De quoi s'agit-il exactement? Donc pour faire simple, souvent effectivement on utilise le jargon business plan dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Autrement dit, on peut dire que c'est un dossier de présentation de votre projet de manière globale. Je reviendrai après dans le détail sur les différentes étapes. Mais l'idée, c'est de comprendre en fait pourquoi vous créez votre entreprise, dans quel domaine d'activité, l'offre, la demande, la partie financière, juridique. Et ce document-là, il doit vraiment être assez synthétique pour pouvoir notamment servir de base pour pouvoir faire des demandes de financement. Et c'est aussi pour vous une ligne conductrice qui vous permet de bâtir votre projet d'entrepreneuriat et de savoir en fait si vous n'avez pas brûlé des étapes et si vous avez respecté l'ensemble en fait du schéma pour pouvoir entreprendre. Très bien. Mais ce business plan, quel type, à quel moment on doit le réaliser pour entrer en Donc le franchise? À business quel plan en moment fait, donc ce qui est important en fait, je pense il est nécessaire de le démarrer assez rapidement. C'est vrai que quand on crée une entreprise, on va parler de recherche de local, de la partie financière, de la partie réglementaire. Donc en fait, c'est différentes rubriques qui vont un petit peu dans tous les sens. Et moi, ce que je conseille, c'est dès le démarrage, commencer à rédiger effectivement un business plan pour pouvoir en fait structurer votre démarche et respecter les étapes. Parce que voilà, il y a une certaine chronologie des étapes à respecter pour pouvoir avancer pas à pas.
Et donc voilà, donc pour répondre, je conseille de le faire au démarrage de l'accompagnement à la création d'entreprise. Ok. Alors j'ai oublié, hein, mais si vous avez des questions, évidemment, utilisez la petite messagerie à droite, le chat, pour pouvoir poser des questions tout au long de cette conférence à Nicolas, puisque là, c'est quand même une étape essentielle, le business plan, comme le financement qu'on verra demain lors d'une conférence, et tout au long de la semaine, les étapes nécessaires à la création d'entreprises en franchise. Alors, pour certains, peut-être que vous ne savez pas, quand on rejoint un réseau de franchise, à un moment donné, on doit nous donner un DIP, ce document précontractuel 3 semaines avant avec un certain nombre de chiffres pour bien analyser l'enseigne. Est-ce que dans ce DIP, il y a des éléments qui sont essentiels et importants pour réaliser son business plan? Donc bien Nicolas, tu entendu, m'entends? donc le DIP fait partie des documents, on va dire, annexes dans la... Oui, très bien. Ah, ok. Vous Il y m'entendez? a un décalage. Je crois que tu as un décalage de. Vas-y, continue, je t'en prie. Ce que je disais, c'est que le DIP fait partie de documents, on va dire, annexes au business plan qui sont nécessaires lorsqu'on crée en franchise. Donc effectivement, c'est toujours intéressant comment c'est créé et développé le réseau de franchise qui vous intéresse, donc avoir l'historique. Comme vous le savez certainement, pour ceux qui ont déjà entamé les démarches, pour ceux qui vont le faire, il y a des notions de droit d'entrée, c'est-à-dire en fait vous payez le savoir-faire du réseau sur lequel vous allez solliciter. Donc c'est important de connaître les droits d'entrée, ce que ça intègre. Est-ce que ça intègre l'accompagnement en amont, la formation pour faire des immersions dans d'autres réseaux de franchisés, pour vous faire la main en fait sur le process commercial organisationnel. C'est aussi également intéressant dans le DIP d'avoir aussi le chiffre d'affaires qui est réalisé des réseaux de franchisés qui se sont installés récemment. C'est des éléments en fait qui sont demandés en fait par les banques, hein, parce qu'on a une structure qui est déjà existante depuis X années et c'est toujours intéressant de savoir comment le développement d'activités se réalise pour les jeunes entrepreneurs sur le terrain. Et après aussi les projets de développement, parce que quand vous installez sur une zone de chalandise, vous réservez un emplacement géographique et c'est important aussi également lorsque vous vous projetez de connaître les perspectives d'évolution du réseau, parce que vous-même, lorsque vous créez, vous pouvez avoir d'autres ambitions, c'est-à-dire vous installer sur une zone A et puis 2-3 ans après, élargir votre zone d'intervention. Et c'est des choses qui peuvent se négocier en amont avec le franchiseur. Donc pour résumer, 3-4 points clés, savoir l'historique, comment s'est créé et développé le réseau, les droits d'entrée, ce que ça intègre dans les droits d'entrée, notamment la formation, l'accompagnement en amont et après en aval, une fois que vous êtes installé, avec le suivi du responsable développement de la franchise, le chiffre d'affaires des réseaux de franchisés qui sont installés depuis peu. Et après, bien entendu, c'est important aussi d'avoir les éléments financiers pour avoir une idée de la structure financière et de la solidité du réseau pour lequel vous faites appel. Donc voilà les points clés. Et aussi la durée du contrat est un élément important. Pour avoir des contrats, vous êtes engagé sur 5 ans, sur 7 ans. Parfois, il y a des réseaux aussi qui acceptent que vous commercialisez d'autres produits qui sont commercialisés par le réseau de manière marginale. Il faut voir aussi ça, si c'est possible également ou pas. Et bien entendu, Merci. tout ce qui est investissement, on vous donne une trame. Merci en tout cas pour ces informations. Il y a une question qui est posée, mais avant, moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'on commence à construire son business plan quand on a signé le contrat de franchise ou un peu avant qu'on a fait la réservation de la zone? À quel exactement on doit se dire, voilà, je vais me pencher sur mon business plan et entre-temps, je dis bonjour à Alice. Merci d'être présente, Alice, à cette conférence et n'hésite pas à poser tes questions. C'est sûr que lorsque vous voulez entreprendre, on a besoin déjà de valider certains points sur votre projet. Donc, on appelle ça une validation, on va dire d'équation homme avec un grand H projet, sur les compétences, les connaissances, si vous l'avez d'abord. Vérifier si votre environnement personnel est favorable aussi également par rapport à l'entrepreneuriat. Si vous avez une connaissance spécifique par rapport au métier ou si vous allez l'apprendre via le réseau dans le cadre de l'accompagnement en amont. Mais effectivement, le business plan,
là, dans le cadre d'un réseau de franchise, on peut commencer vraiment à le réaliser lorsqu'effectivement le DIP il est signé, on engage avec le réseau et là, on va commencer à réaliser ce business plan pour pouvoir aller chercher les financements. Alors, on a une question justement sur le business plan, donc je vais l'afficher. Donc, c'est la question de Raphaël. Qui fournit le DIP? La franchise ou le candidat elle doit acheter, ou le candidat a acheté une franchise. Alors, la question n'est pas très claire, donc c'est qui déjà fournit le DIP? Est-ce que tu peux juste te rappeler, est-ce que je ne l'ai pas fait, exactement ce que c'est que le DIP? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas à quel moment on le récupère par le franchiseur et voilà, et à quoi il nous sert. Donc Et est-ce effectivement, que toutes les franchises, pardon, est-ce que donc il y a toutes les 2 choses franchises, pour répondre à la question là. excuse-moi, il y a un décalage, est-ce que toutes les franchises On a un petit décalage. transmettent un DIP? Est-ce que toutes les franchises transmettent un DIP au candidat à la franchise? Donc donc effectivement, toutes les franchises doivent vous fournir un DIP. Pour répondre à la question de Raphaël, c'est le réseau, donc le franchiseur, qui doit vous fournir en fait ce document-là. Alors bien entendu, il ne va pas vous le fournir dès le premier rendez-vous montrant votre intérêt sur le projet. Il y a quand même une sélection de candidats par rapport à votre profil, par rapport au projet de développement du réseau, par rapport aussi également à l'apport financier qui est exigé. C'est un élément que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est indiqué dans le DIP, dans les conditions d'intégration du réseau. Donc, pour répondre à la question, c'est le franchiseur. L'ensemble des franchiseurs doit vous fournir en fait ce document-là. Une fois que votre profil votre profil est retenu par le réseau et que vous avez réservé une zone et que vous êtes en adéquation avec le projet et votre apport, une fois que ça c'est signé, vous pouvez effectivement aller plus loin. Et ce document-là, effectivement, est assez riche. Il reprend les différentes informations que j'ai pu évoquer tout à l'heure sur le réseau. Les problèmes de Juste connexion, pour préciser sur Nicolas. le DIP, forcément, il n'est pas fourni au premier rendez-vous. Vous devez bien vous en douter. Pour des raisons de confidentialité, le réseau a besoin de, le réseau a besoin effectivement de vous connaître. Il y a pas mal de confidentialité par rapport aux informations qui vous seront données, raison pour laquelle le DIP vous est fourni dans un deuxième temps. Alors, il y a une question qui nous est posée, je crois, de la part de Caroline, Nicolas. La question est, bien sûr, pour faire on va partir justement sur les étapes. Il faut faire une étude de marché avant de s'engager avec un franchiseur. J'en profite pour dire que c'est la conférence de demain, l'étude de marché, comment choisir son local. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez utiliser le QR code qui est en haut. Alors, voilà, on est justement dans les étapes. Est-ce que tu peux nous parler de toutes les étapes auxquelles il faut penser quand on veut créer son business plan et être opérationnel pour se présenter à des partenaires qui peuvent être le banquier ou justement d'autres acteurs pour nous faire avancer en franchise? Je te laisse répondre à la question de Caroline. Ah, il y a vraiment un décalage. Ah, alors, il nous a Nicolas. Le problème de connexion va être résolu. Voilà. Bon. OK. Allez, alors, voilà. Bon, c'est bon. Alors, la question est de Caroline. Est-ce qu'il faut faire dans les étapes une étude de marché? Je te laisse présenter toutes les étapes. On va enlever le slide, Noémie, concernant les étapes et on va donner focus sur Nicolas. Voilà. Donc, bien entendu, l'étude de marché, pour répondre à la question de Caroline, est nécessaire d'en réaliser une. Je vais expliquer à quelle étape. Donc, lorsque vous créez une entreprise, que ce soit un projet de franchise ou pas, en fait, la première étape, on appelle ça, c'est la validation de l'adéquation homme-projet. Effectivement, c'est de vérifier si vous avez les compétences, la connaissance, l'apport, environnement familial, si l'activité est réglementée, si vous devez faire une formation spécifique par rapport à ça. Ce sont quand même 5 points qui sont importants et validés en amont. Le deuxième sujet ensuite, c'est lorsque vous avez identifié un projet de création d'entreprise, une activité de prestation de service ou de vente. Là, notamment, lorsque vous avez identifié un réseau de franchise, il est nécessaire effectivement de savoir ce que l'on va vendre. Et donc là, vous avez le bénéfice de la chose avec la franchise. Et aussi de savoir à partir de quel moment, on le fait, cette étude de marché. Donc vous pouvez déjà faire une étude de marché dite macroéconomique
à ce stade-là. Très généralement, les réseaux de franchise vous produisent aussi, eux, une étude de marché un peu plus approfondie, mais rien n'empêche que vous fassiez aussi cette propre étude de votre côté pour aussi vous conforter et maîtriser le sujet par rapport à la donnée économique. Et donc, dans l'étude Je de crois que marché, l'étude, si je peux me permettre, je crois que l'étude de marché aussi était un élément important pour convaincre le banquier, puisque ça exactement. démontre que vous connaissez le terrain et que vous êtes en capacité d'y aller et que vous croyez en votre projet. En tout cas, il me semble, on verra ça jeudi, mais il me semble que c'est un point très important pour le banquier. Exactement. Donc en fait, ça permet vraiment de valider la faisabilité économique de votre projet. Donc ça va, lequel type de client je m'adresse, c'est du particulier, c'est du professionnel, si vous avez identifié vos fournisseurs. L'avantage, c'est qu'avec le réseau de franchise, les fournisseurs sont déjà identifiés. Ensuite, il faut la recherche du local. Et là, généralement, les réseaux de franchise vous aident à chercher le local, voire à le valider avec vous. Analyser la concurrence. Comme le disait Corinne, effectivement, on peut vous donner des informations, mais c'est important aussi également de savoir quelle est votre concurrence directe, comment vous allez vous différencier, qu'est-ce que vous allez apporter de plus par rapport en fait, à ce qui existe aujourd'hui. Et tous ces points-là, et aussi votre stratégie commerciale. Comment demain vous allez vous faire connaître pour changer les habitudes des clients qui vont déjà aujourd'hui dans un endroit A et pourquoi ils viendraient chez vous dans un endroit B de demain, alors que le concurrent existe depuis 10 ans. Donc ça permet, l'étude de marché, de vraiment de valider la faisabilité économique de votre projet. Et les financeurs, notamment les banques, ont besoin que vous puissiez maîtriser effectivement cette analyse-là et que vous ayez pu faire aussi votre propre analyse. Et dans l'étude de marché, on analyse aussi également le potentiel, même si on n'a pas une boule de cristal, le potentiel de chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser demain. Donc dans le chiffre d'affaires, il y a la notion de prix, le panier moyen de une ou plusieurs prestations de services. Et puis après, là, le volume dépendra effectivement de différents critères, de l'emplacement, de votre communication, de la capacité d'accueil, de la qualité du service, etc. Au-delà des données qu'on va récupérer de l'étude de marché pour démontrer la fiabilité et la faisabilité surtout de notre projet, quels sont les autres éléments qu'on doit aller chercher pour construire ce business plan? Est-ce qu'on doit indiquer nos ressources Et donc, ou celles qu'on risque d'avoir? Comment voilà? Parce que là, tout à l'heure, tu as parlé avec l'étude de marché, tu parles de prévisionnel ou je me trompe? exactement. Donc, l'étape suivante, lorsque vous avez validé économiquement votre projet, avec différents indicateurs qui sont positifs et au vert, ensuite, on va réaliser une étude prévisionnelle. Donc, l'étude prévisionnelle, première étape, le but c'est de valider quel est le coût de votre projet. Donc on va analyser en fait l'ensemble des besoins nécessaires pour démarrer votre activité. Donc ça va être les travaux, les matériaux, ce que j'ai besoin en termes de stock, c'est une activité d'achat-revente. Donc vraiment le coût global de votre activité pour démarrer le jour J. Ça va être aussi les frais de création d'entreprise, si vous faites appel à un architecte. Il y a bien entendu les droits d'entrée dans le cadre d'une création de réseau de franchise. Donc, vraiment l'ensemble des coûts qui sont liés avant de créer votre entreprise. Mais juste une Éventuellement, question. Pardon, vas-y, continue, pardon. les frais d'agence immobilière, par exemple, si vous recherchez un local de par vos propres moyens. Et en face, par rapport à ce coût de projet, quelles sont les ressources nécessaires pour pouvoir financer le coût de mon projet? Imaginons que vous avez un projet qui vous coûte 100 000 euros. Quelles sont les ressources? Donc, les premières ressources, c'est quel est l'apport que vous devez vous avoir donc, par rapport à ce projet-là. Qu'on a analysé quand même en amont pour ne pas se dire à la troisième étape, au final, j'ai pas d'apport et c'est compliqué. Pour compléter votre apport financier, vous pouvez aller solliciter un prêt d'honneur sans garantie ni caution personnelle à taux zéro qui permet de venir augmenter votre apport initial et d'avoir plus de chances de montrer au banquier que vous avez une certaine somme qui est mobilisée pour aller le solliciter. Et après, il y a les financements, on va dire, bancaires classiques. Après, selon certaines personnes, on peut avoir des subventions, mais ça reste quand même à la marge. Selon certaines implantations locales, on peut aussi avoir des subventions, mais souvent les subventions sont quand même débloquées après avoir créé. Donc nous, quand on s'installe, on a besoin des financements rapidement pour pouvoir ouvrir le jour qu'on a déterminé en termes de date. Et l'apport, souvent c'est une question, donc il est nécessaire d'avoir de l'apport. Créer une entreprise avec un apport de zéro, ça me semble très compliqué. Généralement, une banque
va demander qu'on ait un apport entre 20 et 30% du coût global du projet. Tout à l'heure, j'évoquais 100 000 euros. On va vous demander, dans mon exemple, que vous ayez entre 20 et 30. Mais si vous n'avez pas cette somme-là, comme je l'évoquais à l'instant, on peut aller chercher un prêt d'honneur pour essayer justement d'avoir ces fameux 20% du coût global du projet. Alors, il y a les prêts d'honneur, mais il y a aussi, on en reparlera aussi jeudi sur le financement. Sauf erreur, il y a le réseau Initiative qui propose aussi des dispositifs pour compléter son apport. Mais je pense qu'il est important quand on réalise son business plan de prendre vraiment du recul sur son projet pour connaître ses charges, évidemment liées à la franchise, mais il y a aussi des charges de trésorerie pour faire vivre son activité, voire même penser au développement. Ce réseau initiative peut nous aider à construire ce projet en complément pour enrichir le business plan. Est-ce que je me trompe ou pas, Nicolas? Oui, et en fait, je faisais référence au réseau Initiative. Donc, c'est le réseau Initiative France qui, effectivement, vous apporte un prêt à taux zéro. Et effectivement, pour répondre à la question de Alice, c'est considéré comme un apport personnel. Même si vous le remboursez à titre perso, c'est considéré comme un apport vis-à-vis des financeurs. Et ce qui est intéressant dans ce prêt d'honneur-là, c'est que lorsque vous présentez un projet en comité, vous avez des acteurs locaux qui connaissent bien le tissu économique, donc issus des chambres de commerce, des chambres de métiers. Vous avez parfois aussi des élus, vous avez les banques, vous avez des experts comptables comme nous. Donc on est présent dans les comités. Et le fait d'avoir aussi un visu de votre projet avec ces différentes expertises, ça vient aussi conforter le banquier dans sa future attribution de l'octroi du prêt. Alors, c'est pas parce qu'on a eu un prêt à taux zéro qu'on va avoir le prêt bancaire, mais ça maximise quand même les chances. Ce qu'il faut savoir aussi également, mais ça sera certainement détaillé dans une autre conférence, c'est que vous pouvez aussi aller solliciter des garanties financières pour éviter effectivement que vous puissiez vous porter caution personnelle. Donc il y a une certaine limite d'emprunt inférieure à 200 000 euros. On peut aller chercher de la garantie entre 50 à 70% selon les projets, et ça évite la caution personnelle du dirigeant. Donc ça, ce n'est pas une aide financière, mais c'est une aide pour éviter qu'on vous demande une caution personnelle selon le taux de quotité de garantie qui peut être octroyé. Alors, il y a une Ça, question qui est posée sur quels sont les sites pour nous aider à faire un business plan. Juste Noémie, si tu peux mettre déjà le lien vers la page de Inextenso et ils peuvent prendre contact avec nous avec le QR code qu'on a créé. Si vous voulez, vous pouvez cliquer et être en échange avec Nicolas. Peut-être que Nicolas, est-ce que sur Internet, il existe, je pense que c'est ça la question, des sites gratuits où on peut faire des simulations, etc. Mais est-ce que c'est fiable surtout? alors effectivement, la première solution, c'est que vous pouvez effectivement passer par des sites qui sont gratuits. Donc vous avez un site qui est très bien fait. Vous tapez dans Google BPI Création, euh, qui est vraiment le site de référence sur tout ce qui est information liée à la création, même à la reprise d'entreprise. C'est assez riche. Alors qu'on n'est pas dans le domaine, on peut s'y perdre, mais vous pouvez effectivement trouver un outil gratuit. Vous avez aussi également Wikicrea. Donc Wiki, c'est Wikicrea. Wikicrea, où vous pouvez avoir un outil gratuit en termes de prévisionnel financier, tout comme BPI Création. BPI Création, vous pouvez modéliser votre dossier, dont la partie financière. Et Wikicrea, de mémoire, c'est essentiellement mise à disposition de fichiers Excel pour faire votre prévisionnel si vous voulez les manipuler. Et comme l'évoquait quelqu'un tout à l'heure dans le fil de discussion, oui, bien entendu, il faut faire votre propre analyse au démarrage. C'est important. L'analyse d'études de marché, pour revenir dessus, c'est la franchise qui va la faire. Et ce qui est important, d'où l'intérêt aussi que j'intervienne sur ce genre de sujet, c'est de vous faire accompagner. Même s'il existe des sites internet où vous avez accès à des outils gratuits, c'est important de voir un professionnel, on l'évoquera après, pour valider ou pas vos hypothèses, qu'on a pas mal de références. Je reviens sur ces sites gratuits BPI. Est-ce que, je ne sais pas, je ne les connais pas, mais je connais BPI France, mais est-ce qu'il y a des rubriques pour ceux qui veulent aller en franchise ou c'est très générique? C'est assez générique, mais vous pouvez retrouver quand même de l'information sur de la franchise. Mais Donc le effectivement, ça site, reste général. BPI le site Création. c'est BPI France, Raphaël, si c'est celui-là que vous voulez. Autrement, allez sur notre page Business Plan et vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, prendre conseil avec Inextenso et Nicolas qui répondra à vos questions. Il suffit juste de scanner le QR code.
Alors, on a vu à quoi sert le business plan, les différentes étapes. Moi, j'ai une question, c'est combien de temps il faut pour faire ce business plan? Et excuse-moi, Nicolas, est-ce qu'on le démarre vraiment quand on est sûr d'avoir le local, on signe avec tel franchiseur, on a le local, parce que il est difficile quelquefois, et Alice, elle sait ce que c'est, de vraiment d'identifier le local, et les coûts sont quand même différents d'une région à une autre, et l'emplacement. Du coup, à quel moment on peut se dire, ben, ça me coûte tant, je le mets dans le business plan, sans être sûr d'avoir l'emplacement? Donc, on peut être à côté de la plaque. Alors, déjà, juste rapidement, parce qu'on est jusqu'à 9h45, la partie financière ne se cantonne pas qu'à le plan de financement, le coût du projet. Rapidement, le but, c'est d'analyser la rentabilité de votre projet, chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans en général, et on liste l'ensemble des charges qui imputent votre activité d'exploitation. Et le but, c'est de vérifier si votre activité va être rentable, si vous faites du bénéfice ou pas. Et un autre tableau qui permet effectivement d'analyser si vous êtes aussi solvable, est-ce que vous serez capable de rembourser l'emprunt et capable, bien entendu, d'en vivre. Et on travaille aussi sur un plan de trésorerie. Donc, c'est quand même plusieurs tableaux d'analyse. Un, le coût du projet. Deux, la rentabilité. Trois, à partir de quel moment je suis rentable financièrement pour pouvoir rembourser ma dette. Et quatre, le plan de trésorerie pour voir la saisonnalité de votre activité et bien identifier votre gestion de trésorerie au quotidien. C'est de l'anticipation, c'est de la prévision, mais c'est des éléments importants. Pour répondre à la question, effectivement, moi je conseille sur les premiers rendez-vous, même si vous ne réalisez pas de business plan dans l'immédiat, de quand même vous faire entourer d'un professionnel, de ne pas signer un document, un contrat de réservation ou un DIP, tant que vous n'avez pas quand même vu un professionnel qui permet d'avoir un regard extérieur sur votre projet. Ça, c'est le conseil que je peux donner en numéro 1. Après, effectivement, une fois que ces étapes-là au préalable sont avancées, oui, c'est pas une obligation à le rédiger tout de suite, mais il ne faut pas non plus trop tarder parce que Mais ça. la question, c'était si je ne choisis, si j'ai des difficultés à trouver mon local, j'ai bien avancé, je vais Ouais, mettre des chiffres qui sont peut-être erronés, et du coup, pour aller voir après un banquier, ça va être compliqué, puisque peut-être que j'aurai un delta. euh, Parce que la problématique de beaucoup de franchisés, c'est le local. bien sûr. Alors après, effectivement, au niveau du local, on peut faire des simulations en termes de prix net financier. Et le fait de faire ces simulations en amont permettent, parce que on peut identifier un local. Le local là, pour X raisons, on n'arrive pas enfin, on n'a pas concrétisé ou n'a pas été validé par la franchise. Mais au moins, le fait d'avoir une ébauche quand même de prévisionnel en parallèle, une étude de marché, ça permet aussi de savoir jusqu'à quel montant de loyer je suis capable de supporter par rapport à mon business. Et moi, je conseille d'aller voir une banque que lorsque l'ensemble des étapes sont validées. On ne va pas aller voir un banquier si on n'a pas encore validé certaines étapes du business plan. Il faut que le business plan, dans l'idéal, il soit quand même quasiment finalisé parce qu'il y a pas mal d'aléas. Les aléas par rapport aux travaux qu'on a pu budgéter en amont. Et donc, moi, je conseille quand même voilà, d'aller voir une banque, au moins quand c'est quand même assez bien avancé. Parce que si ce n'est pas le local a quand même dans l'étude de marché, c'est important l'implantation. Donc, il faut que l'implantation soit quand même validée, à mon sens. Alors, combien ça coûte, en gros, un business plan, et il faut combien de temps pour le réaliser? Combien ça coûte? J'ai envie de dire, donc si des personnes demain nous sollicitent, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit les entrepreneurs curieux dans le cadre de leur projet. On fait 1 à 2 rendez-vous en fait sans facturation. Le but, c'est un rendez-vous de découverte, d'analyser votre projet. Ensuite, par rapport au coût, chez nous, on est référencé comme organisme de formation Calliope, donc on peut solliciter les heures CPF, si vous en avez, pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de votre business plan. Donc indirectement, ça vous coûte rien. On est sur des budgets selon les projets entre 1 200 à 2 000 €, mais on peut solliciter les heures CPF par rapport à cet accompagnement-là. Et après, en termes de durée, heu on peut être sur une durée de 3 à 6 mois selon
les étapes d'avancée de votre projet. On a une question de Caroline que j'affiche. Si l'entrepreneur bénéficie de l'ARE, vous savez, c'est l'allocation de retour à l'emploi qu'on est aux ACEDIC, est-ce que ça rentre dans le calcul de la solvabilité et la rentabilité? Donc, très bonne question, Caroline. Donc, en fait, lorsqu'on accompagne une personne au démarrage, effectivement, on voit les aides possibles, notamment le réseau Initiative pour l'apport. Et après, 95% des personnes qu'on accompagne, à l'instant où ils démarrent, ils sont demandeurs d'emploi indemnisés. Et effectivement, on se projette avec vous en se disant, voilà, si j'ai la RE, est-ce que la RE est suffisant par rapport à mes ressources personnelles pour pouvoir, faire face à mes besoins personnels? Et donc, je me prends aucune rémunération et j'ai la RE pendant une certaine durée. Et si c'est bon, ça vous permet effectivement pendant 1 an et demi de ne pas prendre de rémunération et d'optimiser la trésorerie de votre boîte. Donc oui, on les prend en considération. Et après, à la fin de l'épuisement des droits au chômage, on voit quelles sont vos attentes en termes de revenus et on voit par rapport à vos attentes si votre projet il est cohérent. Mais c'est une excellente question, parce qu'en fonction de son besoin à vivre, qui fait partie de l'étape, l'étape 0 d'un projet, quels sont dans l'adéquation homme, projet, homme avec un grand H, on a vraiment besoin d'identifier votre besoin à vivre. Parce que si demain j'ai un besoin à vivre, n'importe quoi, de 4 000 € et que la création d'entreprise dans laquelle vous implantez, on sait très bien qu'on ne peut pas en gagner plus de 2 500, ça peut effectivement être problématique ou pas, Donc, selon votre ouais. projet. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toutes les charges liées à la création d'entreprise, à la franchise, mais il y a aussi ce fonds de roulement qu'il faut avoir pour vivre chaque jour et avoir des ressources. Donc, si elles ne viennent pas, ces ressources d'un pôle emploi, parce qu'on a pris ces indemnités en capital où on récupère chaque mois, il faut qu'on ait quand même, parce que tout entrepreneur n'a pas, souvent on me pose la question, est-ce que j'ai un salaire ou j'ai quelque chose en début de mois, en début d'activité? Ben non. Donc, on est créateur d'entreprise, même en franchise. Je préfère le Exactement. rappeler parce que certains se posent des questions sur à quel moment je vais gagner ma vie, mais il faut mettre la réalité. Un franchisé, même s'il est accompagné, reste un entrepreneur et on part de zéro. Exactement. Donc, c'est des éléments primordiaux à prendre en considération. Voilà. Alors, juste pour votre information, beaucoup de franchisés qui sont à Pôle emploi n'appellent pas le quart, la moitié en capital, mais justement utilisent leurs indemnités pour avoir un fonds de roulement au démarrage de leur activité. Et avant de pouvoir se positionner un salaire dans le business plan. Je pense que c'est quelque chose que tu vois régulièrement, Nicolas. Alors, effectivement, c'est une deuxième solution. Soit on a le chômage pendant une certaine durée en mensuel, ou soit on peut capitaliser les droits, mais on n'a que 60% de la somme. À l'inverse, le fait d'avoir que le capital, ça vous permet de prendre un revenu quand vous voulez dans l'entreprise. C'est pas si concordant. Tandis que quand on a le maintien mensuel, il faut qu'on se prenne aucune rémunération dans son entreprise. Et oui, on a des personnes qui peuvent injecter des fonds. Moi, je reste vigilant par rapport au capital parce que ces fonds-là, ils peuvent servir d'apport, mais attention quand même, dans le sens où ça veut dire que vous n'avez pas de rentrée d'argent, sauf si vous avez un socle financier à titre perso qui vous permet de tenir pendant une certaine durée. Pour moi, le capital, c'est fait pour les besoins à vivre du dirigeant. Encore une fois, par rapport à ce que dit Corinne, sauf si vous avez un socle financier à côté et vous pouvez un peu prendre sur l'épargne le temps de développer l'activité. Donc, capital Pôle Alors, il y a emploi, une. solution. Pardon. On peut prendre un salaire en parallèle. Maintien, on ne prend pas de salaire en parallèle. Il faut attendre l'épuisement des droits. Alors, il y a une question si je lis bien, de Malika. Une fois que le business plan et qu'il est présenté au banquier, à quel moment on a la réponse pour l'obtention d'un crédit? Voilà. Le délai de réponse, déjà, ça va dépendre de plusieurs critères. Déjà du montant que vous octroyez, parce qu'en fait, les banques, il y a des délégations. C'est-à-dire qu'en fonction du montant, la personne que vous rencontrez, son directeur peut valider ou pas le projet si c'est dans sa délégation, en fonction d'un certain montant de prêt bancaire. Et si le montant relativement, il dépasse la délégation, là, ça prend un peu plus de temps parce que c'est une analyse de risque complémentaire qui est faite sur votre dossier. Et donc,
Donc selon les projets, après ça dépend de l'activité, l'état d'avancée de votre projet, s'il est clean et puis qu'il y a la banque a tous les éléments. Mais j'ai envie de dire entre un mois et 1 à 2 mois. Très bien. Et puis, une autre question, c'est si, par exemple, on va voir un banquier et que le projet est refusé avec notre business plan, est-ce qu'il faut le corriger avant d'aller en voir un autre ou on se dit c'est le banquier qui ne l'a pas compris, puis on sollicite une autre banque. Mais mon business plan, il est bon. Alors, mais encore une fois, c'est aussi une bonne question dans la mesure où votre projet il peut plaire à une banque et peut-être pas à une autre pour X raisons. Donc, il faut prendre en considération les remarques qui vous sont faites sur les raisons du refus. Et là, dans ces cas-là, revoir avec son conseiller, notamment des gens comme nous, pour retravailler le dossier. Mais bon, encore une fois, en général, lorsque le banquier croit en votre dossier, on peut faire des réajustements, hein, même quand on est accompagné. Moi, ça m'arrive occasionnellement quand même. On fait des réajustements et dans ces cas-là, après, le dossier passe. Mais si le dossier, pour X raison, ne plaît pas, oui, il faut aller voir plusieurs banques dans la liste de votre projet. Il faut aller voir plusieurs Alors, banques dès le moment où votre business plan il est finalisé, bien affiné avec la personne qui vous accompagne, dont le réseau de franchise. Malika, j'espère qu'on a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, ben, reposez votre question. Et puis, on va avancer, Noémie, sur la partie concernant l'accompagnement, évidemment, du porteur de projet. Tu l'as un peu évoqué, il peut y avoir donc on peut solliciter différents organismes pour obtenir un apport, une somme financière complémentaire. Mais qui peut nous accompagner pour créer ce business plan? Est-ce que si je vais voir un pôle emploi, parce que je suis au pôle emploi, un organisme du type BGE ou une CCI, ou est-ce qu'il faut que j'aille voir obligatoirement un expert comptable et surtout qui connaît bien la franchise? Parce que ça, c'est aussi important. Donc, il y a plusieurs sur la place, il y a plusieurs structures qui accompagnent les créateurs d'entreprise. Donc, comme disait Corinne, il y a des boutiques de gestion, ce sont des associations qui accompagnent les créateurs d'entreprise. Vous avez des chambres de commerce, vous avez des chambres de métiers pour les activités artisanales. Donc ça, c'est l'organisme, on va dire, d'accompagnement en soi. Après, vous avez des organismes de financement, donc le réseau Initiative France, pour pouvoir octroyer un prêt à taux zéro. Donc eux, dans tous les cas, ils seront sollicités parce on les inclut beaucoup dans nos dossiers. Et après, il y a effectivement les réseaux d'experts comptables où l'expert comptable, comme une banque, est un partenaire quand même important dans votre projet. Et je pense, en enlevant ma casquette de chez Nextenso, c'est quand même important de le voir pas trop, sans trop tarder, si je puis dire, parce que c'est lui qui va vous accompagner si le projet se concrétise dans la gestion de votre entreprise de demain, comme une banque. Et c'est important qu'il puisse être votre allié en amont de votre projet. Et notamment, alors forcément, nous, on travaille avec pas mal de réseaux de franchise, donc on connaît bien le réseau de franchise, on connaît les spécificités, donc c'est encore mieux d'aller voir un expert comptable qui connaît les spécificités. Et pour revenir à ce que nous, on propose et notre offre, c'est vrai que tous les conseillers poincés de France, nous, on n'est pas des experts comptables, on est des spécialistes de l'accompagnement à la création d'entreprise et on baigne dans l'expertise comptable. Et donc, on a cette multi-casquette compétence à accompagner des projets de franchise, puisqu'on on en référence plus de 200 en France. Donc, voilà, le partenariat expert comptable est vraiment important que quand vous choisissez, parce qu'il y aura une relation durable avec lui. Et s'il est là en amont, c'est quand même mieux, parce que s'il y a eu des spécificités sur lesquelles vous n'avez pas été sensibilisé, ben, vous pouvez après le regretter sur ça. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je vois une autre question, donc je vais l'afficher de Caroline. Caroline, vous êtes en plein dans le business plan, si je comprends bien. Lorsqu'on contacte Inextenso pour demander une aide pour le business plan, quelle était, alors là, je ne comprends pas la question. Oui, si Qu'est-ce j'ai que je dois compris. avoir? Voilà, vas-y, traduis. Donc Caroline, j'ai bien compris votre question. Donc effectivement, quels éléments vous devez avoir quand vous voyez si demain vous contactez une extenso ou une autre structure.
déjà, j'ai envie de dire, si vous avez déjà identifié le réseau de franchise avec lequel vous envisagez de travailler, ben, on peut regarder déjà ensemble s'il est référencé chez nous. Déjà, ça me permet d'avoir une expertise. Et s'il l'est pas, de avoir un petit historique. Alors, les conditions d'entrée du réseau, ses perspectives de développement, le chiffre d'affaires, comme je disais tout à l'heure, sur les franchisés qui sont déjà installés. Et puis avoir un peu une idée de votre rapport, votre CV. Toujours important de voir les compétences transversales que vous pouvez avoir dans vos futurs projets, hein, parce qu'être créateur d'entreprise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est avoir des connaissances en gestion d'entreprise, sans vous faire non plus un expert comptable, être commercial, être bon techniquement, être organisé administrativement. Donc c'est important d'avoir aussi votre CV par rapport à ça. Et même une première approche, pas forcément besoin d'avoir tous ces éléments-là. Si vous les avez, c'est bien. Si vous les avez pas, on est dans la discussion et on vous guide par rapport à votre projet. Alors moi, ce qu'on me dit souvent les banquiers, c'est que tous ces éléments, c'est hyper important. Mais c'est surtout l'humain qui compte et qu'il faut vraiment les maîtriser. C'est-à-dire, il y a le dossier, il y a le business plan, mais à côté, il y a vous et qui vous êtes et comment vous mettez en avant votre projet et votre envie d'entreprendre dans telle et telle franchise. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça. Et en parallèle, je fais une petite réponse à Malika. Oui, on peut vous accompagner en banque si besoin. Ça peut faire partie effectivement de notre offre. Alors, il y a des avis partagés sur le sujet. Le but, c'est que si vous êtes accompagné, on vous laisse la main sur la présentation orale de votre projet, l'explication. Et nous, on est là en support pour répondre à des questions techniques si vous n'avez pas su répondre. Parce que le but, c'est pas non plus prendre le relais sur le dossier, parce que c'est vous qui êtes chef d'entreprise, c'est vous qui devez prendre le lead. Mais oui, on peut vous accompagner. Tu peux répéter ta question, Corinne, sur... Je ne sais plus la question, mais là, par contre, je vais réagir à ce que tu viens de dire. Moi, les banquiers, souvent, et on le verra demain, disent, bon, c'est bien d'être accompagné, mais c'est mieux que le porteur de projet soit seul et défende son projet et ne soit pas accompagné, entre autres, du franchiseur. Et deuxièmement, au-delà des chiffres du business plan, il est hyper important de bien maîtriser son projet et que le banquier ressente votre volonté et votre connaissance du réseau dans lequel vous allez vous investir. Donc, il n'y a pas que les chiffres. Est-ce que vous préparez, excuse-moi, mais est-ce que vous préparez au-delà des chiffres la personne à bien avancer dans son projet ou être pertinente sur certains chiffres? Bien sûr. Donc, en fait, moi, ce que je conseille aussi aux personnes, en devoir d'avoir un business plan, donc l'objet de notre réunion de ce matin, c'est aussi d'avoir peut-être une présentation quand même synthétique sous PowerPoint qui explique qui vous êtes, le projet, l'aspect financier, enfin voilà, expliquer tout ce qu'on vient de se dire depuis ce matin de manière synthétique. Et il faut que le banquier, votre discours il soit clair, synthétique, qu'on n'entre pas trop en technique, qu'on soit vraiment, et puis on prépare aussi ses objections, pardon, ce qu'il peut y en avoir, c'est normal, on est sur la gestion de projet. Et là, nous, on est là pour vous coacher si on n'est pas présent au rendez-vous. Et très souvent, on échange avec le banquier une fois que le rendez-vous a eu lieu pour voilà, un petit débrief sur le projet. Et dernier point que j'ai, on vous le dira certainement demain, c'est que vous avez plusieurs établissements bancaires qui ont des partenariats avec des réseaux de franchise et ça peut aussi aider dans la prise de décision sur ce référencement de plusieurs réseaux en banque. Oui, tout à fait. Il y a des banques qui sont plus spécialisées franchise. On verra ça aussi demain à la conférence, non, après-demain, jeudi, sur cet aspect-là. On avance. Notre dernier slide, évidemment, c'est tes conseils. Tes conseils euh, pour, euh, pour bien démarrer son business plan. Quels sont les points à retenir? Et profitez-en pour poser encore vos questions. On arrive presque à la fin de cette conférence. Donc, comme j'évoquais à l'instant, voilà, faut être très synthétique, être réaliste dans les prévisions. D'où l'intérêt aussi de faire appel à un cabinet expert comptable, parce que nous, on a des bases de référence avec le franchisé par rapport à cette d'activité. On accompagne des personnes qui sont déjà installées. Donc forcément, on a de la prise de recul. Il ne faut pas que le document soit que comptable. Même si nous, on est là pour vous accompagner, comme le disait Corinne, il faut que certains éléments financiers, vous puissiez maîtriser. Le chiffre d'affaires notamment, pourquoi vous demandez X somme en banque. Il faut maîtriser certaines notions. Mais il n'y a pas que la partie comptable. Et nous, on s'interdit de présenter qu'un document comptable. Il faut qu'il y ait une globalité du projet. Il faut qu'il soit simple de lecture à votre interlocuteur. Et puis, les hypothèses de chiffre d'affaires, voilà, il faut que les hypothèses puissent être connues et argumentées. C'est pour ça que ça fait encore écho à ce que disait Corinne à l'instant sur ces notions de prévision.
Merci. Il y a une question, mais alors on n'en a pas parlé avant. Pouvez-vous reparler, à moins que je n'ai pas écouté, reparler du taux à 0%? Donc le prêt à 0%, en fait, c'est géré par le réseau Initiative France. Ah oui, ok. Donc en fait, il y a de mémoire, il y a exactement 236 associations en France locales qui sont là pour pouvoir vous octroyer ce prêt d'honneur si le projet il est cohérent et viable. Donc il faut aller les voir comme une banque une fois que votre business plan il est finalisé. Et donc c'est un prêt à taux zéro. Alors les prêts, les montants varient d'un endroit à un autre et puis ça peut varier du coût du projet, si vous créez de l'emploi, etc. Donc, on a des prêts moyens sur de la création en général entre 6 et 7 000. Sur de la reprise, on peut aller de 15 à 20 000, voire parfois plus sur certains secteurs. Donc, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie ni caution personnelle. Le montage, du moins, il est fait par un cabinet comme le nôtre, par exemple. Enfin, chez eux, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'ils ne facturent pas leur intervention. Et une fois que vous avez présenté votre dossier auprès d'un chargé de mission chez eux, vous passez devant un comité d'agrément avec différents experts qui émettent un avis. Et le retour, il est le jour même, voire le lendemain. Donc c'est assez rapide, ce qui est plutôt bien. Et c'est vraiment un point fort pour avoir un prêt bancaire. Alors, beaucoup de franchisés vont chercher ce type d'aide. Il y en a une, alors je ne sais pas si elle existe encore, c'est la garantie bancaire pour les femmes qui est délivrée par France Active. Est-ce que c'est toujours d'actualité? D'ailleurs, pourquoi les femmes d'ailleurs? Parce qu'il y a peut-être des messieurs qui sont là. Donc historiquement, il y avait une garantie effectivement pour les femmes il y a pas mal de temps, une garantie spécifique et cette offre de service, entre guillemets, elle a été incorporée par le réseau France Active. Donc le France Active, c'est un réseau, on va dire, parallèle à Initiative France, où eux, ils ne prêtent pas d'argent pour vos projets, mais en revanche, ils se portent garant. Et oui, dans leur dispositif, il peut y avoir de la garantie spécifique pour les femmes. Merci. Alors, on arrive à la fin de cette conférence. Je vous laisse juste vous signaler que donc, notre conférence continue dès demain. On va être sur l'étude de marché, pardon, ça y est, je vais y arriver. Puis jeudi, on sera sur le financement et on terminera vendredi par la protection en tant que franchisé ou dirigeant avec AJP. N'hésitez pas à vous inscrire de nouveau sur ces conférences. On va vous remettre le QR code. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être présent à cette webconférence. Est-ce que vous avez des dernières questions à poser à Nicolas avant qu'on se quitte? Eh ben non, écoute, je pense qu'on a été clair. Il va y avoir un replay sur cette conférence que vous allez recevoir. En tout cas, moi, je vous dis merci et merci d'avoir été présent et de nous avoir donné vos conseils, Nicolas. Et merci à vous tous pour votre participation. Donc, ce webinaire est terminé. Merci et puis à bientôt.